Alors, on serait prêt. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à notre conférence annuelle de Transplant Québec. Cette année, dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, nous aborderons le thème du consentement présumé, sujet d'actualité présentement au sein de la sphère politique du Québec. Pour cette conférence, nous accueillons aujourd'hui deux conférenciers. Premièrement, Dr. Matthew Weiss, intensiviste pédiatrique au CHU de Québec, et également directeur médical en don d'organes à Transplant Québec. Et nous avons également M. Alain Landry, directeur du programme en don d'organes chez Legacy of Life en Nouvelle-Écosse. Les objectifs de cette conférence seront de comprendre le consentement présumé et ses impacts, analyser et évaluer l'importance du changement de législation en matière de don d'organes selon l'expérience de la Nouvelle-Écosse et connaître les différents systèmes de consentement en don d'organes en vigueur. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans les questions-réponses, nos collaborateurs prendront le temps d'y répondre et il y aura aussi une période de questions à la fin de la conférence. Aussi, étant donné qu'il s'agit d'une formation accréditée, un code QR sera affiché à l'écran suite à la période de questions. Avant de débuter, une invitée toute spéciale qui s'est engagée à faire avancer la cause du don d'organes au niveau politique tenait à vous adresser quelques mots. Elle ne pouvait être présente, alors nous l'écouterons ici en vidéo. Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir vous dire quelques mots en cette Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Tout d'abord, j'aimerais réitérer mon appui envers Transplant Québec, dont la mission me touche particulièrement et qui me tient à cœur. Transplant Québec est un partenaire de premier plan dans nos efforts collectifs pour mieux coordonner le processus de don et de transplantation d'organes et favoriser la plus grande disponibilité possible d'organes de qualité. Ces services sont fournis en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce, toute l'année sur l'ensemble du territoire québécois. Vous le savez, comme moi, il y a des besoins criants partout au Québec. La santé de plusieurs personnes, en ce moment, dépend concrètement de bénéficier d'une transplantation d'organes. La Semaine nationale du don d'organes et de tissus est une belle occasion pour réitérer toute l'importance de poursuivre nos efforts pour sensibiliser encore plus de personnes. Les dernières données démontrent que la liste des personnes en attente d'un don d'organes a diminué et cela est vraiment encourageant. Mais je demeure convaincue, comme vous tous, qu'il est possible de faire encore mieux. Car derrière chaque personne, il y a une histoire. Il y a une attente qui est difficile à vivre, à la fois pour la personne et ses proches. Il y a aussi de l'espoir, l'espoir d'une nouvelle chance, d'une meilleure qualité de vie. Je tiens à réitérer mon soutien à toutes les équipes qui œuvrent dans le domaine du don et de la transplantation d'organes et de tissus. N'oubliez pas que votre travail, incluant les efforts de sensibilisation auprès de la population, est essentiel. Il faut continuer à sensibiliser et à informer la population sur l'importance de faire connaître à ses proches sa volonté quant au don de ces organes. Il importe de poursuivre tous ensemble ces efforts afin de faciliter le don d'organes et ultimement sauver bien des vies. Sur ce, je vous souhaite une belle conférence. Alors, merci, Mme Bélanger, pour ce message qui souligne bien la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. En complément, avant de débuter la conférence, j'inviterai la directrice générale de Transplant Québec, Mme Martine Bouchard, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Je salue Mme Sonia Bélanger pour ses mots en faveur de nos efforts actuels et je le remercie de son appui envers les démarches de Transplant Québec depuis le tout début. Ce n'est pas d'hier que les discussions pour un changement législatif ont cours et je suis très heureuse de ça, comme vous tous d'ailleurs.
J'en profite pour saluer M. Stéphane Tremblay, ici, directeur des services cliniques, en l'absence de M. Martin Beaumont, à qui on a invité, qui ne pouvait pas être présent malheureusement aujourd'hui, mais merci d'y être. Il y a Mme Catherine Blouin qui va se joindre à nous incessamment aussi. Donc, c'est une des députées de la CAQ pour lesquelles nous travaillons étroitement également. Nous savons que le consentement présumé n'est pas l'unique solution. Vous m'avez entendu parler tout au long de la semaine et depuis quand même un certain temps maintenant pour améliorer la performance au Québec. C'est une combinaison de plusieurs mesures concrètes qui permettra d'améliorer la situation. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter cette conférence qui nous fera également état d'une situation qui est vécue non loin de chez nous en Nouvelle-Écosse. Nous avons d'ailleurs récemment mené un sondage piloté par la firme Léger dans lequel les données sont assez parlantes. 80% de la population sont en faveur d'une nouvelle loi, donc 3 personnes sur 4, c'est pas rien, pour faire en sorte qu'on améliore le don d'organes, mais on améliore également la transplantation au Québec. Ces résultats donnent aux parlementaires les coups des franches pour poursuivre leur travail qui est déjà très bien amorcé suite à la commission parlementaire, pour faire en sorte qu'on adopte une loi pleine et entière, complète, le plus rapidement possible. Outre l'importance de l'information, la sensibilisation et la promotion au sujet du don d'organes et d'un guichet unique, plutôt que d'avoir 3 façons de s'inscrire, accessible pour faire connaître son consentement, la mise en place du consentement présumé a aussi été évoquée parmi des éléments de sondage comme jugés prioritaires par les répondants. Nous avons toutefois été très clairs sur la question. Une loi ne pourra être efficace qu'avec le déploiement d'un éventail de mesures concrètes qui vont bien au-delà de la question du consentement. Et les Québécois et Québécoises nous donnent aujourd'hui raison à travers ce sondage. Nous vous invitons donc aujourd'hui à poursuivre cette réflexion afin que nous nous dotions d'un cadre législatif qui rendra le Québec plus performant pour sauver encore plus de vies. Merci à tous et bonne conférence. Alors, merci, Mme Bouchard. Sans plus tarder, entrons maintenant dans le vif du sujet et accueillons notre premier conférencier, Dr. Matthew Weiss. À toi la parole. Merci Sylvain, merci tout le monde qui est là en virtuel. Content d'être là, présenté sur le sujet de consentement présumé. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de donner un peu l'encadrement. C'est quoi le consentement présumé? C'est quoi un modèle de consentement en général dans le système de dons et transplantation? Et qu'est-ce qu'il y a des évidences que ça fonctionne ou pas ailleurs dans le monde? Tout ça en 15 minutes. Voici mes affiliations. Pas de conflit d'intérêt avec un organisme à but lucratif. Je suis directeur médical chez Transplant Québec. Je suis intensiviste pédiatrique ici au CHUL et chercheur dans le domaine. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est un modèle de consentement? Un modèle de consentement, simplement, c'est la manière dont l'organisme de don d'organes va vérifier les volontés de donneur potentiel de donner ses organes après son décès. Et c'est sûr que c'est atypique. C'est atypique dans un système de santé. L'exemple que je donne souvent, là, je ne peux pas aujourd'hui donner le consentement que si jamais, dans les prochains 10 ans, je présente à l'urgence au CHU avec des signes et symptômes d'appendicite, vous pouvez juste m'amener au bloc, faire le prélèvement de mon appendix sans me demander le consentement. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Mais le contexte du don d'organes est différent parce que le moment où on peut devenir un donneur d'organes, mais systématiquement, on n'est plus apte. On est inconscient, souvent dans un état de décès neurologique. Donc, on a désigné, on a créé un système où on peut enregistrer notre volonté avant qu'on devienne un donneur potentiel, dans la rare circonstance qu'on peut devenir un donneur potentiel. Et aussi, ça va être augmenté par la demande de la volonté de nos proches. Donc, en gros, il y a plusieurs sous-types. On va toucher un peu, mais en gros, on va vraiment parler de consentement présumé ou explicite. Ça, c'est les 2 gros modèles qui existent dans le monde. Le consentement présumé, l'assumption est que tout le monde dans la société qui est apte, donc normalement c'est en haut de 16 ou 18 ans, dépendant du pays, qui est apte et qui est un résident de la juridiction est assumé d'avoir considéré un oui pour le don d'organes si ça devient une possibilité. Le contraire est vrai dans une situation explicite, comme le régime de consentement actuel ici au Québec. C'est un consentement explicite. Donc, l'assumption est que c'est un no, sauf si soit la personne a enregistré une volonté de oui, ou bien que le substitué dit oui quand le moment arrive. Mais comme vous venez d'entendre, tous les systèmes ont des présomptions. Même si on dit consentement présumé, juste quand c'est le oui présumé,
Mais le contraire est vrai aussi. Dans un système de consentement explicite, il y a une présomption de non. OK? Et dans les deux systèmes, ils sont tous construits avec la possibilité de confirmer cette volonté au moment précis ou bien de chercher le désir avec les substituer quand c'est approprié. Il y a dans le consentement présumé, il y a deux gros sous-types. Et en fait, les sous-types sont en lien avec le veto familial ou la capacité de la famille de prendre des décisions finales. Et c'est soit souple, soit rigide. Okay? En anglais, on dit soft ou hard. Et dans un régime souple, la famille a beaucoup de place de dire non. Par exemple, on va entendre Alain, là, qui va présenter bientôt le système en Nouvelle-Écosse. Là, explicitement dans la loi, même si la personne a enregistré un oui, la famille peut dire non, on va respecter la famille, même dans un système de consentement présumé. Donc, je veux juste mettre l'emphase que le veto familial fait partie du modèle de consentement, mais on peut varier le veto familial même dans un système de consentement présumé. Il y a très peu de pays qui ont un système rigide. La France a essayé de renforcer le système dernièrement. Ils ont dit que si la personne n'a pas enregistré un no dans le registre, il faut que la famille ait deux signatures là, signées par les notaires qui confirment que la personne ne voulait pas donner ses organes. Ça, c'est comment la loi est écrite sur papier. OK? Mais je peux dire que clairement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand je parle avec les intensivistes là-bas, là, ils disent que no way, on fait ça jamais. Donc, en pratique, même dans les systèmes rigides, souvent, c'est souple. OK. Il y a plusieurs autres saveurs de consentement, de modèles de consentement. Par exemple, il y a des États aux États où quand tu fais le renouvellement de ton permis de conduire, tu es obligé de choisir si tu veux ou pas donner vos organes. Il y a plein de systèmes qui existent. Je ne vais pas en toucher beaucoup. Là. Je vais vraiment parler juste de présumé ou explicite. De toute façon, il y a très, très peu d'évidence scientifique que ces régimes-là font une différence ou non. Donc, quand on regarde ailleurs dans le monde, il y a plein d'articles. J'ai juste le temps d'en mentionner une étude qui est cessée en revue des données qui viennent de Global Observatory on Donation and Transplantation. Ça, c'est un régime d'une base de données qui est maintenu en Espagne. Espagne, qui est leader mondial en dons d'organes et transplantation depuis longtemps. Donc ça, ils regardent les chiffres internationaux et ils ont fait une comparaison entre les pays qui avaient et n'avaient pas le consentement présumé. Et la conclusion, là, je vais donner des chiffres après, là, mais les conclusions, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence significative au niveau statistique entre les pays avec ou sans consentement présumé. Je sais que c'est petit, là, mais il y a quelques chiffres ici et on peut voir, là, c'est consistant avec la conclusion, comme ici, là, c'est la Belgique. Il y avait à peu près 31 donneurs par million. Il faut dire que quand on fait des comparaisons de performance en dons et transplantation, c'est souvent indexé par la population. Donc, ça, c'est ici 31 donneurs par million de population. En comparaison, il y a le Canada ici qui est à peu près 20. Tous ces chiffres-là sont de 2016. Mais le Canada, c'est toujours là entre 20 et 23 là, de donneurs par million. L'Islande, par exemple, ça, c'est un consentement explicite, comme on a ici au Canada. Et les autres, il y avait 27 par million. Luxembourg, là, bon, c'est un petit pays, là, mais il y avait quand même le consentement présumé, juste 5 par million. Donc, le régime de consentement ne faisait pas vraiment de différence. Et quand on regarde l'autre pays qui a le plus de dons, ça, c'est des États-Unis. C'est toujours numéro 1, Espagne, numéro 2, États-Unis. Et l'Espagne, oui, ils ont le consentement présumé. Et ils ont dans cette année-là, il y avait à peu près 44 donneurs par million. Les États-Unis, 31. Mais l'Espagne, comme on voit ici, ils ont fait l'analyse avec et sans consentement présumé. Parce que quand vous parlez avec les Espagnols, là, ils sont très, très insistants que oui, ce papier, c'est consentement présumé, mais c'est tellement souple en Espagne, ils donnent tellement de place pour les familles de refuser qu'eux autres, ils considèrent que c'est consentement explicite. Bon, quand on regarde aussi des autres publications qui mettent un peu de lumière sur comment les gens vivent l'expérience de don après de régime de consentement. Voici une publication de l'Espagne encore. Et ça, ils disent comme le consentement présumé, comment c'est tellement durable comme mythe. Okay? Parce que d'après les autres, c'est un mythe que ça fait beaucoup de différence entre le système. En autre étude qualitative, là, ils ont parlé avec les gens de la population et les citations, ils ont mis dans le titre, si je donne mes organes, c'est un cadeau, c'est un don, okay? Mais si quelqu'un le prend, c'est un vol. Okay? C'est parfois comment le consentement présumé peut être interprété par certaines personnes. Voici un autre qui parlait des problèmes éthiques possibles avec un régime de consentement présumé.
Et les risques potentiels qui sont mentionnés dans l'article de même, là, un, c'est le déclin de confiance dans la population. C'est sûr que si ta population a peur que si tu arrives gravement blessé à l'hôpital et les médecins sont plus intéressés à prendre tes organes que sauver ta vie, c'est un problème. Personne ne va dire oui au don d'organes. Donc, il faut être vraiment prudent de ne pas perdre de confiance dans le système. Il y a aussi la possibilité d'un manque d'investissement dans le système. On a quelques politiciens ici et à distance. Et c'est sûr que s'ils donnent le consentement présumé et penser que, oh, c'est fini, c'est réglé, vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, il y a une possibilité qu'il y a moins de ressources comme pour l'éducation, les ressources humaines, les logiciels nécessaires de faire vraiment fonctionner le système. Aussi, on vit toujours dans une société multiculturelle. Il y a une possibilité qu'il y ait des populations sous-représentées qui se sentent même plus à risque d'être marginalisées et plus à risque que c'est leurs organes qui vont être pris et les soins moins importants pour sauver leur vie. OK. Donc, toutes ces diapos-là, ça démontre, OK, peut-être que ça ne marche pas, peut-être qu'on ne devrait même pas considérer. Donc, peut-être vous poser les questions, est-ce que ça existe quelque part où ça fonctionne? La réponse est bien sûr oui. Là. Il y a beaucoup de pays avec les systèmes très performants avec les consentements présumés. Mais les questions, c'est est-ce que c'est à cause d'eux ou malgré le consentement présumé? Mais il y a quand même un peu d'évidence que ça peut fonctionner dans certains systèmes. Voici un peu d'évidence d'Angleterre, de Royaume-Uni. Et c'est le graphique, c'est le graphique qu'ils ont fait. Je leur ai dit là, que ça n'a pas de sens, là, mais bon. OK, mais c'est le graphique dans l'article. Donc, le petit point ici là, qui bouge vers le droit, si ça reste en ligne droite à 0, il n'y a pas de différence entre le Pays de Galles ou l'Angleterre. Le Pays de Galles qui avait instauré le consentement présumé. Et avec le temps, ce n'est pas marqué ici, mais c'est avec le temps, à peu près après 3 ans, ça rentre dans la zone bleue en haut, là, ça fait qu'il y avait une différence statistique entre le Pays de Galles et l'Angleterre, où le taux de consommation est 75 Pays de Galles et 67 en Angleterre et 63 en Écosse. C'est basé sur ça que le reste du Royaume-Uni a adopté le consentement présumé. Donc, actuellement, là, le Royaume-Uni, à peu près au complet, a le consentement présumé. En regardant ça des autres articles, on a fait une réunion à Montréal internationale en 2022 sur plein des aspects législatifs en don et transplantation, y compris le modèle de cancellement. Et la conclusion, la grosse conclusion, là, ça pourrait fonctionner, mais dans un système, dans une structure bien établie, mature, avec des ressources. Et qu'est-ce que c'est un système qui a une structure avec bien établie? Mais premièrement, il faut avoir la référence obligatoire. Il faut que les travailleurs de santé sont obligés d'identifier et référer à l'organisme de don d'organes toutes les données potentielles. Il faut qu'il y ait un système de faire un audit, de checker que la référence obligatoire est respectée, que ce soit juste sur papier, là, mais qu'il y ait un suivi. Et s'il y a un manquement de référence dans un certain centre ou région, que les ressources sont allouées pour répondre. C'est aussi, il faut avoir des ressources adéquates en don d'organes, éducation personnelle, logicielle, comme j'ai dit. Mais peut-être là, parce que souvent, le consentement présumé est assumé de faire une grosse différence. Et peut-être la question, mais pourquoi c'est subtil? Là? Et là, il y a un bel article que je vais essayer de déchiffrer là, ici sur, c'est un encadrement théorique de comment le consentement présumé peut faire une différence avec quelques chiffres aussi. Et quand je regarde une différence subtile, c'est comme quand j'entends le français du Québec et la France. Il y a une différence. C'est subtil. Non, c'est blague. OK, bon. Mais là, la différence subtile, c'est ça le tableau qui compte. C'est trop compliqué de regarder tout en même temps, mais on va voir dans un régime de consentement présumé ou explicite où sont les différences. OK? Voici où il y a la flèche. Là, la personne avait enregistré un consentement. OK? Ils ont dit oui pour le don d'organes dans le registre. Donc là, dans un régime de consentement explicite, évidemment, si la famille est en faveur, on va y aller. Consentement présumé, on va y aller. OK? Si la famille est contre, mais ça, c'est ton veto familial, ça dépend de ton système, peut-être tu vas y aller, peut-être non. Mais dans les deux systèmes, c'est le même résultat, pas basé sur le consentement présumé ou non, mais basé sur le veto familial. Et si la famille ne sait pas qu'est-ce que la personne aurait voulu, mais elle est enregistrée oui, on y va. OK? Donc, on voit que si un oui enregistré, il n'y a pas de différence entre explicite et présumé. Même chose pour refuser. Si la personne a enregistré un no, on n'y va pas. Quoi que soit que la famille veut, là, on n'y va pas. Et ça, c'est le même dans les deux régimes aussi. Donc là, on arrive juste au moment où la personne n'avait pas enregistré ni un oui, ni un non. OK? Et là,
Si la famille est en faveur, dans les deux régimes, on y va quand même, OK? Parce que la famille, les substitués, on dit oui. Si la famille est contre, on n'y va pas. Voici la seule différence. Quand c'est explicite, OK? Si la famille ne sait pas, ils disent, j'ai qu'une idée qu'est-ce qu'il aurait voulu, j'ai qu'une idée qu'est-ce que moi je veux, faites ce que vous voulez. OK? Là, le consentement présumé va jouer un rôle. OK? Là, on va y aller si c'est consentement présumé, on n'y va pas si c'est explicite. C'est le seul point possible que le consentement présumé peut faire une différence. Donc, en résumé, là, le consentement présumé, CP, s'applique seulement dans les très, très rares circonstances où la personne n'avait pas exprimé une volonté et la famille ne sait pas et n'a pas d'opinion. OK? Ça arrive à peu près jamais. On a plein de coordinateurs ici, là, ça n'arrive à peu près pas. Et c'était une étude mixte. Ils ont regardé dans le chiffre, ça arrive à 0 à 5 des cas quand ils ont regardé le chiffre. Donc, c'est impossible que le consentement présumé peut faire une grosse différence. Est-ce que ça peut faire des différences plus subtiles? Bon, ça peut susciter un intérêt politique pour financer le système, pour donner plus de ressources. Ça, c'est sûr que c'est possible. Ça peut faire que les professionnels de la santé au chevet ont plus tendance à identifier et référer. Ça, c'est quelque chose de possible. On est en train d'explorer ça là, en Nouvelle-Écosse. Et ça peut faire parler de monde. Ça peut faire parler de population, un peu de système, tant mieux si c'est le cas. Donc, si on retourne à la recommandation de notre consensus, voici ce qu'on a dit. Le choix de modèle de consentement doit suivre une population, suivre une consultation avec votre population qui respecte la culture et valeurs de la société. Donc, est-ce que c'est une société qui a beaucoup de solidarité, qui va assumer que le monde va donner, ou c'est une société autonome qui, le choix personnel fait plus de différence? C'est quelque chose qui doit être regardé. Est-ce qu'on a l'infrastructure disponible pour le système? Est-ce qu'on a un registre? On peut facilement enregistrer un oui ou un non. Il faut avoir un registre qui peut accepter ça. Il faut que le système de santé au complet va soutenir le système avec les ressources que j'ai mentionnées tantôt. Et il faut que ça maintienne de confiance dans la population, qu'on est transparent de comment on est arrivé à une décision, qu'est-ce qui va arriver avec le rôle de la famille dans la décision, et tout ça doit être discuté avec la population en gros, pas juste les gens comme moi qui sont enterrés dans le système de don d'organes et de transplantation. Voici, on va entendre parler très bientôt Alain Landry de Nouvelle-Écosse, où ils ont déjà instauré un système de consentement présumé. Lui, il va parler de comment ça se passe en Nouvelle-Écosse, mais voici un programme de recherche multidisciplinaire qu'on regarde cette instauration avec les collaborateurs au travers du Canada. Et voici un autre article qui a été publié juste cette semaine. Hey, quelle chance! Qui parle de beaucoup des points que je viens de mentionner là, sur le modèle de consentement. Donc, je vais arrêter là et on aura les questions en fin de présentation d'Alain. Donc, Alain, je pense que tu peux commencer. Je vais vérifier que ça marche. Voilà. Merci. Parfait. Merci, Dr. Wise, pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous tous pour parler d'un sujet encore d'actualité en Nouvelle-Écosse, le consentement présumé. Je vais essayer aujourd'hui de vous donner un résumé de notre expérience en Nouvelle-Écosse, un historique et l'expérience au cours des dernières années, et ainsi partager aussi nos leçons apprises et des résultats préliminaires. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, un peu d'historique pour le don d'organes en Nouvelle-Écosse. Le programme de transplantation a débuté en 1969. Ça a été établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, puis offre des services de transplantation pour toutes les provinces de l'Atlantique, dans l'île de Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. Donc, tous les receveurs doivent se rendre en Nouvelle-Écosse pour recevoir une transplantation. Ce n'est vraiment qu'en 2003 où les discussions ont débuté pour créer un programme de don d'organes. Chaque province avait, dans ce temps-là, des coordinateurs au niveau hospitalier, mais seulement dans certains centres au niveau des centres tertiaires et quaternaires. Donc, en 2005, il y a eu la création d'un programme gouvernemental
appelé Legacy of Life ou Don de vie, où le mandat était vraiment un focus sur l'éducation du public et des professionnels de la santé, ainsi que la promotion des dons d'organes en général. Donc, le programme qu'on connaît aujourd'hui est quand même assez jeune. Ça a été créé en 2016 où le programme gouvernemental et tous les services cliniques ont été intégrés sous un seul programme, faisant partie de la Régie de santé de la Nouvelle-Écosse, dont on connaît aujourd'hui encore sous le nom de Legacy of Life. Présentement, Legacy of Life est le programme provincial pour la Nouvelle-Écosse, mais on offre également des services cliniques pour les autres provinces de l'Atlantique, comme un lien entre le don d'organes et la transplantation, puisque les transplants se passent seulement en Nouvelle-Écosse. Donc, en 2018, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse veut discuter d'une réforme de don d'organes et de transplantation. Ceci place la Nouvelle-Écosse quand même assez dans une position unique, puisque nous n'avons pas eu besoin d'engager avec le gouvernement concernant le besoin d'une réforme, comment peut-on améliorer le système. Pour le premier ministre, c'était un sujet quand même assez important à ses yeux et avait un intérêt personnel face aux dons d'organes. Donc, pour nous, c'est vraiment le gouvernement qui nous a approchés pour parler d'une réforme. Donc, la Nouvelle-Écosse devient alors le premier territoire en Amérique du Nord à implémenter le consentement présumé. Donc, nos points de référence à ce moment-là sont à l'échelle internationale. Nous avons personnes qui on peut appeler puis demander conseil. Donc, on a développé des relations interprofessionnelles au niveau international au fil du temps. L'entente de départ était que la loi serait implémentée en 2020, mais ce plan-là a dû être changé à plusieurs occasions dû à la COVID. Et la loi est entrée en vigueur le 18 janvier en 2021. Donc, essayer de donner un résumé de notre expérience. Donc, avant l'implémentation de la loi, engagement avec le gouvernement, beaucoup de discussions, essayer d'établir nos besoins pour pouvoir supporter cette loi. Et également la création d'une coalition nationale que Dr. Waz a mentionné plus tôt pour évaluer la réforme. Ceci incluait plusieurs partenaires de partout au Canada, connus sous le nom de Leader. Plusieurs publications sont maintenant disponibles, environ 21 publications à date et plusieurs autres à suivre. Donc, en 2021, comme j'ai mentionné, l'acte sur le don d'organes et tissus entre en vigueur. Je voulais mentionner que le consentement présumé a définitivement pris toute la place dans les médias. Par contre, la loi a également d'autres éléments très importants. Donc, notre loi n'est pas seulement le consentement présumé. Par exemple, la référence obligatoire et le contact direct entre les familles de donneurs et les receveurs. Donc, après avoir retardé la loi 2 fois dû à la COVID, une décision a été prise que la loi irait de l'avant en début 2021. En parallèle avec le changement de loi, avant et après la loi, beaucoup de travail au niveau de transformer le système. On avait débuté d'avance. On savait que Legacy of Life allait connaître une expansion de l'équipe clinique, une transformation au niveau opérationnel, une création de plusieurs systèmes informatiques et un recrutement d'une équipe de médecins provinciaux pour chaque hôpital dans la province. On a également dû développer un plan assez détaillé pour l'éducation, que ce soit pour les professionnels de la santé, le public en général, ainsi que l'équipe interne qui allait s'agrandir. Donc, dû à la COVID, à la pandémie, notre plan d'éducation a malheureusement été retardé à plusieurs reprises. Ça a été très difficile d'engager
les gens clés autour de la province. Donc, c'est vraiment seulement en 2022 où que notre plan d'éducation et mobilisation provinciale a débuté. Euh, donc, c'est là qu'on a vu notre premier impact où il y a eu une augmentation des références de 130% au niveau de notre programme. Et les résultats que je donne est vraiment seulement pour les dents d'organes. Le chiffre est beaucoup plus élevé pour le dent de tissu. Donc, en fin 2022-2023, on a dû procéder à une révision, une évaluation. Donc, maintenant qu'on a tous les systèmes informatiques adéquats en place, on est capable d'analyser, monitorer la performance de chaque site. Ça a engendré comme une révision, une réévaluation de notre plan, puisque chaque site avait des besoins différents. C'est certain que les données sont primordiales afin de pouvoir assurer une approche adaptée selon le besoin de chaque site. C'est là aussi qu'on a pu débuter, je dirais, de monitorer c'est quoi les opportunités de dons d'organes qui ont été manquées partout dans la province. Ceci a donné vraiment une traction au niveau des équipes cliniques pour essayer d'améliorer au niveau des opportunités manquées. Donc, en 2023, dans le focus de la dernière année, ça a été d'analyser nos indicateurs de performance ainsi que les données spécifiques qu'on avait du programme. Ceci aide vraiment à établir c'est quoi nos prochaines priorités pour l'année à venir. Je voulais mentionner, étant donné que 2021 et 2022, nous avions eu un impact de la pandémie, l'équipe avait dû être déployée en milieu de soins intensifs pour aider. Notre programme a été suspendu pendant plusieurs mois pendant 2021 et 2022. Donc, 2023 était vraiment la première année où on avait 12 mois consécutifs de données pour voir vraiment l'impact total que je vais partager un peu plus tard dans cette présentation. Donc, ce graphique découle du travail accompli, je dirais, dans les 4 dernières années. Je dois mentionner, il n'y a aucune méthode scientifique pour expliquer les éléments clés. C'est vraiment basé sur notre expérience en Nouvelle-Écosse. Donc, l'éducation, c'est important d'avoir un plan assez détaillé. Il faut s'assurer que les messages et le matériel est adapté, que ce soit pour le public, les professionnels de la santé, à différents niveaux dans les professionnels de la santé, que ce soit en milieu de soins intensifs ou autres pour les dents de tissu, ainsi que l'équipe interne de dents d'organes. Il faut accepter que c'est un changement pour tous, incluant l'équipe de dents d'organes. Donc, ça prend vraiment un bon plan détaillé pour savoir où on va et c'est quoi nos objectifs. Le fonctionnement clinique, je dirais un conseil, c'est il ne faut pas assumer que ce que vous avez présentement en place va fonctionner. Ça prend une préparation assez détaillée. C'est nécessaire. Si une exigence et référence obligatoire, il faut s'assurer qu'on peut supporter au niveau clinique toutes ces références. Le plan de recrutement, établir des nouveaux services est nécessaire. Donc, c'est important de s'assurer qu'on peut cliniquement supporter tous ces changements. Donc, les systèmes informatiques, je vais revenir pour le cadre d'assurance de qualité avec les systèmes informatiques. C'est vraiment important d'être capable de monitorer et partager les résultats dans un temps adéquat. Surtout au niveau des opportunités manquées. Pour nous, en Nouvelle-Écosse, nous n'avions aucun système. Donc, nous avons dû bâtir les 3 systèmes. Un pour supporter les services cliniques, un deuxième système pour assurance de la qualité, évaluation de la performance que j'ai placé en caractère gras parce que je pense que c'est un point très important. Donc, plusieurs questions présentement à vous poser personnellement et au niveau structure. Est-ce que le système que vous avez présentement peut monitorer chaque site? Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que vous êtes en mesure de supporter le volume pour chaque hôpital? Êtes-vous capable de
apporter les résultats pour chaque site, parce que lorsqu'on parle d'une loi provinciale, il ne faut pas exclure les hôpitaux. Ça devrait être un service clinique qui puisse être offert pour chaque site, qui est un autre aspect d'une loi provinciale également. Donc, pour l'équipe de dons d'organes, pour nous, on a eu assez de défis pour le recrutement et la formation, puisque la plupart de nos personnes ici proviennent en milieu de soins intensifs. Donc, beaucoup de défis à recruter, élargir l'équipe. Pour nous, on voulait créer un réseau de médecins en soins intensifs pour toute la province, qui est mission accomplie aujourd'hui. On a ajouté 5 coordinateurs cliniques. Je veux mentionner que au niveau structure, la Nouvelle-Écosse est beaucoup plus petit qu'au niveau Québec et le territoire qu'on a couvert également. Et on a ajouté aussi plusieurs autres rôles comme des analystes, travailleurs sociaux, chargés de projet et des personnes aux communications. Donc, à quoi s'attendre lorsqu'on on fait une réforme de la loi ou on essaie de transformer le système? Bon, il faut accepter qu'un changement de système et également changer la culture d'un milieu. Ça peut être très lent, la transition va être lente. Ça prend beaucoup de conversations et d'engagement avec différents professionnels de la santé et le public en général. La première chose qui se produit lorsqu'on parle de références obligatoires, c'est qu'il faut anticiper une augmentation des références. Pour le don d'organes et tissus, et je vais partager des résultats de la Nouvelle-Écosse bientôt, mais le plus gros impact le premier impact que nous, on a vu, c'était au niveau du don de tissu. Je pense une augmentation de environ 430% dans la première année de référence. Et c'est certain qu'il faut avoir un système provincial pour valider les consentements enregistrés. Pour nous, en Nouvelle-Écosse, ça se fait par l'entremise de la carte d'assurance maladie ou en un registre où les coordinateurs ont également accès pour valider des consentements enregistrés en temps réel. Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin ou vous n'avez pas en place, une bonne chose à prévoir d'avance. Évaluer votre structure présentement, établir les besoins nécessaires pour supporter les changements. Là, est-ce qu'un investissement financier est nécessaire? Par exemple, si on veut supporter une augmentation au niveau clinique, c'est certain que ça prend plus de ressources. Si on veut être capable de monitorer la loi, c'est certain que ça prend plus de ressources. Pour nous, en Nouvelle-Écosse, c'était nécessaire. L'équipe, historiquement, était très petite. Donc, on a eu un investissement financier d'environ 4 millions de dollars par année sur 5 ans. Ça a été vraiment pour supporter le recrutement, l'éducation, les systèmes informatiques et les coûts nécessaires de départ. Puis, c'est pas seulement pour supporter les dons d'organes, mais aussi le don de tissus et transplantation, parce que si le don d'organes augmente, par défaut, le nombre de transplantations va augmenter, donc prend plus de ressources également. Sur 4 ans après, ce diapo-là pourrait être probablement 3 ou 4 diapos. Donc, j'essaie de résumer un peu ce qu'on a appris. Dans un temps de préparation raisonnable. Pour nous, je dirais en temps normal, sans pandémie, 2 ans de préparation n'est pas exagéré. Il ne faut pas sous-estimer l'envergure de transformer un système. L'implémentation d'une loi, comme le consentement présumé, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est vraiment des changements à long terme. Faut également penser que le système de santé a plusieurs pressions et priorités. Donc, lorsque vous voulez engager avec des changements, le don d'organes n'est pas nécessairement toujours priorité numéro 1 pour les gens qui font partie du système de santé en général. Je dirais le deuxième point plus important, c'est vraiment connaître vos données. C'est primordial. Il faut définir votre base de départ. Combien de références par mois? Combien par année? Combien de familles sont approchées? Pour le don d'organes, combien de consentements? Combien de donneurs? Donc, un petit conseil, faut pas
faut être capable de pouvoir faire des projections. Donc, est-ce que vos données reflètent la réalité? Pour nous en Nouvelle-Écosse, nous avons appris que non. Tous les données qu'on avait, on a révisé 5 ans de données et surprises ou réalisations où il y avait place à beaucoup, beaucoup d'améliorations. Donc, c'est important de revoir ce que vous avez et savoir c'est quoi votre base et c'est quoi le potentiel si une loi serait implémentée. Par exemple, c'est quoi le nombre de références, et juste pour avoir un peu une idée des besoins au niveau des ressources. Donc, avoir une loi, c'est un début, mais comment la soutenir? Comme dirait Dr. Stephen Bede, qui est le directeur médical ici, avoir une loi, c'est un morceau de papier. Un morceau de papier très important. C'est un début, mais c'est un élément pour rendre le don d'organes un succès. Donc, je vais vous donner un aperçu et quelqu'un a mentionné plus tôt, c'est bon de connaître c'est quoi le support de la population en général. Pour nous, en Nouvelle-Écosse, le support est quand même assez élevé. On est à environ 90% de la population qui supporte le don d'organes. Donc, ceci est des données pour le niveau d'inscription ou de consentement enregistré dans notre système provincial. Donc, en Nouvelle-Écosse, on est environ présentement 1,1 million de population. Et la ligne verte vous montre le nombre de personnes qui ont enregistré leur consentement. Donc, environ 54% de la population présentement est enregistrée comme vouloir être un donneur si la situation se présente. Et la ligne orange, et les personnes qui ont enregistré leur refus, on est environ à 10% de refus, qui n'est pas une surprise. Si on regarde au niveau international, c'est toujours entre 5 à 10% au minimum. Puis là, on n'a pas moyen de voir pourquoi les gens enregistrent un refus. Au niveau, je dirais, pratique et clinique, on entend beaucoup les gens refusent, enregistrent leur refus parce qu'ils pensent qu'ils ont une condition médicale et qu'ils ne seraient pas un bon donneur. Donc, est-ce que ça reflète vraiment la réalité? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, le nombre de références par année, juste pour vous donner un peu un résumé de ce que ça peut regarder, c'est certain que les chiffres de la Nouvelle-Écosse vont être différents au niveau du Québec, dû à la population, mais euh, ceci est les chiffres que seulement pour le don d'organes, pour le don de tissu. Le don de tissu est beaucoup, beaucoup plus élevé, mais avant 2017, pour le programme, entre 30 à 50 références par année, mais on faisait quand même assez bien au niveau de don d'organes au niveau national. Euh, donc, c'est pour ça que personne ne se posait vraiment de questions parce que la performance était quand même assez bien. Mais là, si quand on va à 2020 où on voit l'augmentation du niveau de référence, c'était l'anticipation de la loi, l'implémentation de la loi, un peu de facteurs qui a joué avec ça. Et ensuite, on a eu la COVID, où je pense que ça a un peu joué sur les chiffres. Et là, on voit en 2023 où corrélation positive avec notre éducation, engagement provincial. Et là, cette année, je pense que ça va être beaucoup plus encore. Donc, premier impact qu'on a vu est au niveau de la référence obligatoire. Donc, nombre de consentement, même principe. Ça, c'est les donneurs de nom d'organes qui a donné le consentement. Encore, je dirais que la tendance est pareille, où il y a eu une petite descente en 2021-2022, mais retour à la normale en 2023. Et le nombre de donneurs par million de population, avant 2017, le programme stagnait environ à 16 donneurs par million de population. En 2020, on a eu une grosse augmentation que il doit y avoir plusieurs facteurs. On n'a pas de raison spécifique, mais je pense que l'anticipation de la loi a beaucoup joué avec ça. 2021-2022, même chose, reflète pas tellement le plein impact. Ben, 2023, on voit le retour plus vers la normale.
et nos projections pour le futur sera probablement au-delà de 35 donneurs par million de population, qui est notre objectif dans je dirais, les prochaines 2 à 3 années. Donc, ça termine la présentation pour moi et je pense qu'on passe à la période de questions. Alors, merci à vous deux de nous avoir partagé un peu de votre savoir et de votre expérience fort intéressante pour ce sujet qui peut paraître à prime abord assez simple, mais qui est finalement assez complexe et qui peut susciter toutes sortes de questions. Alors, nous en serions d'ailleurs à passer à la période de questions. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à utiliser la section questions-réponses de la conférence. Et pour les autres, de lever la main si vous avez des questions dans la salle. Lisanne, ici, va vous apporter le micro. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions. Moi, je peux On commencer en par fait, le oui. web. La question s'adresse à M. Landry. Pouvez-vous nous dire un peu plus concrètement en quoi consistaient les stratégies d'éducation pour le grand public et pour les professionnels, s'il vous plaît? Est-ce que ces stratégies ont été gagnantes selon vous avec du recul? Bonne question. Donc, je dirais au départ, lorsque la loi est entrée en vigueur, on n'a certainement pas atteint nos objectifs. Beaucoup de défis à engager le public en général. Surtout, Dr. Wise a mentionné les groupes minoritaires. Donc, on avait le message, chaque, je dirais, groupe qu'on rencontre ont différents défis envers le don d'organes. So, il faut adapter le message. Donc là, on a une grande liste de c'est quoi il faut inclure comme information. Donc, il y a des groupes minoritaires où, pour eux, c'était autour de la mort, non pas du don d'organes. Donc, il faut adapter le message et adresser, je dirais, les inquiétudes, ce qui entoure la mort. D'autres groupes, c'était beaucoup au niveau du système de santé en général. Donc, pour ces groupes-là, avoir des discussions spécifiquement pour le don d'organes était très difficile parce qu'il y avait déjà des inquiétudes pour le système de santé en général. Donc, pour eux, c'était pas un sujet important. Présentement, on fait beaucoup de travail pour refaire une stratégie, essayer d'engager plusieurs groupes au niveau du public en général. Merci. J'ai une autre question du web. En fait, on me dit, dans le cas du consentement explicite, pourquoi est-ce que c'est la famille qui a toujours le dernier mot? Est-ce que tu veux que je réponde, Alain? Oui, pas de OK, problème. c'est bon. Mais c'est sûr que c'est une question qui, comme j'ai dit tantôt, c'est indépendant de régime de consentement explicite ou présumé. Et c'est sûr que c'est un choix qui doit être fait pour la société. L'exemple que je donne, c'est aux États, il y a des régions où ils ont un consentement primaire renforcé, ils disent, dans le sens que si quelqu'un a signé sa carte et il devient un donneur potentiel et la famille refuse, mais l'équipe de l'hôpital ou l'équipe d'équivalent de Transplant Québec là-bas, là, ils donnent une carte de l'avocat de l'hôpital, ils disent « bonne chance ». Et si la famille veut contester, là, ils vont essayer, mais ils n'ont pas vraiment le droit. Je ne sais pas si c'est ce que nous, ici au Québec, veut comme société. En fait, je ne peux pas vraiment, moi, ce n'est pas à ma place de statuer. C'est une discussion de grand public à avoir. C'est comme quelle place on veut que la famille ait. Et c'est sûr que moi, comme clinicien, j'imagine difficilement comment ça peut finir si je ne respecte pas la famille dans une telle situation. Est-ce que si la famille refuse, et on a essayé de parler, on a dit, mais il signe sa carte, mais ils disent comme non, on refuse, on refuse. Est-ce que je vais appeler la sécurité pour faire sortir la famille, pour aller au bloc? C'est comme inimaginable dans un sens. Donc, oui, c'est parfois choquant de penser que la famille peut avoir le dernier mot, même si j'ai signé ma carte, mais il faut penser à c'est quoi l'alternative aussi. Et comme j'ai dit, il faut penser à qu'est-ce qu'on veut comme société. Donc, Alain, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, je peux élaborer un peu. Je dirais qu'il y a deux envers de la médaille avec la loi et consentement présumé. Un, si on parle purement du niveau légal, légalement, la loi donne l'autorité
pour nous de faire le don d'organes. L'autre envers de ça, c'est au niveau clinique. Comme Dr. Wise a mentionné, personne n'est confortable d'aller à l'encontre de la décision de la famille. On a eu beaucoup de débats et de discussions en Nouvelle-Écosse concernant ces situations-là. Pour nous, c'est vraiment un soft opt-out, une approche souple, ou si la famille ne veut pas continuer, on arrête. Là, il faut rapporter ça à l'intention de la loi parce que, comme j'ai dit auparavant, le monde focus beaucoup sur le consentement présumé, mais il y a une intention derrière la loi. L'intention vraiment finale pour nous, c'est que toutes les familles qui se retrouvent dans une situation en fin de vie soient offertes une option de don d'organes. Pour nous, c'est notre objectif numéro 1, que ce soit un oui ou un non. Je pense que l'important, c'est que la famille ait l'option de don d'organes en fin de vie. Ouais, et je vais juste faire un dernier point sur ça, là, parce que c'est souvent une question qui vient. Mais encore, les Espagnols, là, quand je parle avec les gens de là-bas, là, ils disent une phrase, je vais dire en anglais, là, je vais traduire, là, mais ils disent, si tu as une famille qui dit oui, qui dit non, malgré le fait que la personne voulait faire le don, don't blame the family. OK? C'est pas la faute de la famille. On ne peut pas rendre la famille coupable. C'est souvent la faute du système. Peut-être que la famille n'était pas assez éduquée avant d'arriver dans l'hôpital de c'est quoi le don d'organes. Pourquoi ils n'étaient pas, peut-être qu'ils n'étaient pas encouragés de parler de leur décision de donner. Peut-être que le système prenait trop de temps. Peut-être que la famille était prête à donner si ça prenait juste comme 24-48 heures, mais 5-7 jours de plus aux soins intensifs, c'est trop. Donc, quand les familles disent non dans les telles circonstances, on ne peut pas mettre de culpabilité sur cette famille-là en deuil. Il faut mettre le focus sur le système de don et transplantation et essayer d'améliorer nous-mêmes. J'ai une autre question pour M. Landry. Avec la loi en Nouvelle-Écosse, que se passe-t-il pour la clientèle pédiatrique? Est-ce qu'on peut répéter? Je n'ai pas entendu. Pardon. Avec la loi en Nouvelle-Écosse, que se passe-t-il pour la clientèle pédiatrique? OK. Donc, bonne question. La clientèle pédiatrique est exclue du consentement présumé. En Nouvelle-Écosse, en dessous de 19 ans, exclu automatiquement du consentement présumé, mais la personne peut quand même enregistrer son consentement si au-dessus de 16 ans. Donc, pour 16 ans et moins, on utilise la même approche où les parents sont approchés, mais la référence obligatoire s'applique, mais les parents doivent donner leur consentement. Je dirais comme un consentement traditionnel sans consentement présumé. Merci. Une autre question pour vous. Y a-t-il eu beaucoup de réticence au changement en provenance des équipes de soins? Au début, la résistance a été beaucoup moins qu'on prévoyait. Je pense que c'est vraiment le changement de culture et de comment approcher le sujet. Au niveau des milieux de soins intensifs, je dirais que la première année a eu beaucoup plus de défis parce que c'est une demande au niveau des personnes qui travaillent en milieu de soins intensifs. Il faut appeler, il faut faire la référence. C'est comme demander. Mais l'important, c'est le message de un. Et une fois que les gens comprennent pourquoi c'est important d'appeler, c'est encore même principe de base. En fin de vie, si c'est une option pour la famille, on devrait pouvoir euh, offrir cette option. Je dirais qu'au Canada en général, au milieu de soins intensifs, on est quand même confortable de parler de soins de confort, soins palliatifs, mais dans d'organes en fin de vie, ce n'est pas un automatique. Donc, je dirais maintenant, on se projette aujourd'hui, 2 ans plus tard, résistance presque nulle. Mais au changement, ça a pris un certain temps. Il faut avoir des données, il faut que les gens comprennent pourquoi c'est important. Pas de données, il n'y aura pas de traction, je dirais, au niveau clinique. Merci. J'ai quelqu'un qui demande, est-ce que vous connaissez le pourcentage de refus liés aux diverses croyances culturelles, religieuses, etc.?
moi, je vais poser, est-ce que Sylvain, est-ce qu'on n'a pas cette, oui, non, ici, au moins au Québec, là, on n'a pas ce niveau comment on dit, granularité là, de nos données pour les refus. Là, les refus sont souvent juste classifiés comme un refus et on n'a pas de sous-classification. Je ne sais pas, Alain, en Nouvelle-Écosse, est-ce que vous avez ces données-là? Pas à ce point, on a certaines données maintenant, c'est plus au niveau logistique, transfert, attente, mais on a certaines situations où c'est pour croyance. J'ai pas un chiffre exact, mais je dirais que c'est quand même assez très rare. Pour nous, on a une période d'exploration pour comment on peut aider à supporter le don d'organes en respectant leur croyance. On a eu plusieurs dons d'organes parce qu'on s'est adapté aux besoins de la famille. Donc, Ouais, assez rare. ouais, moi, je dirais qu'informellement, je peux dire que beaucoup plus fréquemment, là, c'est le délai. Ça, c'est les familles Mhm. expriment ça souvent, là, que le processus prend trop de temps. Aussi, pour les croyances, là, c'est sûr, mais Alain l'a mentionné, et quand on parle avec nos collègues en Angleterre aussi, là, ils disent que c'est très important de faire des liens avec des communautés là, différentes. Par exemple, je sais que l'équipe à Londres, ils ont fait une collaboration avec les communautés musulmanes pour un issue d'une fatwa, à quel point c'est le don d'organes était consistant avec les croyances musulmanes. Là. Donc, il n'y a pas de religion majeure dans le monde que ou de théologie standard empêche le don d'organes. C'est sûr que les croyances religieuses là, sont très personnelles. Donc, ce n'est pas juste parce que le pape dit quelque chose que tous les catholiques se comportent de même. Là. Mais quand même, il n'y a pas de religion majeure dans le monde là, qui formellement empêche le don d'organes. Merci. On a le temps pour une dernière question. J'ai ici, quelles sont les démarches de Transplant Québec pour établir une structure, pardon, quelles sont les démarches de Transplant Québec pour établir une structure établie? Mais c'est sûr que nos démarches sont multiples. On est toujours en train d'améliorer nos systèmes informatiques. Ça semble vraiment plate comme réponse, là, mais vous ne pouvez pas croire là, à quel point c'est complexe. Un processus de même un seul donneur, de faire les offres dans tous les programmes ici au Québec et puis dans le reste du Canada, parfois même aux États. Donc, d'avoir des logiciels performants, c'est très important. On est toujours à la recherche d'avoir des ressources pour engager plus de ressources humaines. On est toujours en communication avec nos centres de prélèvement et de transplantation pour assurer qu'on a accès au bloc opératoire quand c'est nécessaire. Et on fait beaucoup de sensibilisation à le grand public et aussi des programmes d'éducation, comme on fait aujourd'hui, avec les professionnels de santé et la population, pour être sûr qu'ils comprennent le message. Donc, ça, c'est des points de base. Et évidemment, on est en négociation avec pas négociation, en communication avec le gouvernement pour une réforme législative pour être sûr que les facteurs, les éléments clés de fondation du système sont encadrés dans une loi unique et qui englobe tout le système de dons et transplantation. Donc, Alain, moi, j'ai pris ça. Et d'ailleurs, là, juste Alain, je sais que tu étais nerveux de présenter en français, là, mais tu as très bien fait ça. Là. OK, lui, même comprend Merci. il présente moins fréquemment en français que moi. Alors, merci encore à vous deux d'avoir participé, de nous avoir informés et à tous les participants pour la conférence. Je rappelle que pour ceux qui veulent les crédits de formation, il y a le code QR qui sera à l'écran pour les prochaines minutes et qui ne sera plus disponible par la suite. Alors, merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine nationale du don d'organes et de tissus.